Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Quelles sont les principales difficultés que les banques peuvent rencontrer au moment de cette grande transformation numérique du secteur de la finance? On va parler de ces défis à relever avec des experts. Ce sera le sujet à la une aujourd'hui. On découvrira aussi ce sujet de l'empreinte numérique de la donnée, mais l'empreinte aussi sociétale. Ça, ce sera notre sujet opinion avec le cercle de la donnée. On partira regarder où va le web avec ce sujet de chasse au trésor pour tester l'appétence des internautes quant à ces nouveaux univers virtuels. Mais d'abord, je vous propose de découvrir comment on pourrait faire de la crypto-économie un environnement sûr et accessible à tous. C'est le pari que souhaite relever mon premier invité aujourd'hui dans Smart Tech. Faire de la finance, enfin en tout cas de la crypto-économie, encore plus difficile, un environnement sûr et accueillant pour tous, c'est le défi que souhaite relever notre invité du jour, Steve Rosenbloom. Sacré défi, vous avez déjà relevé ce défi, c'est-à-dire de nous convaincre que c'est possible dans Smart Tech. Avant, je voudrais présenter Laurent Darmon, qui est le fondateur, directeur général de la start-up studio La Fabrique by CA. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez débattre avec Sébastien Maillot-Bibé qui est à distance aujourd'hui avec nous. Il reste éveillé pour ce débat depuis les États-Unis. Associé en charge du pôle services financiers du cabinet de conseil en stratégie, vous êtes donc deux experts de la question de la finance et de la transformation numérique du secteur. On va voir quels sont les défis à relever pour les banques en particulier. Face à cette révolution numérique et data, la banque de demain, à quoi ressemblera-t-elle? Finalement, c'est la question que je vous poserai. Mais d'abord, donc, je reçois Steve Rosenbloom, donc le frère cofondateur de Pixmania, donc gros succès des années 2000 que vous avez revendu puis relancé l'année dernière. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de nous parler d'une nouvelle aventure. Vous êtes un multi-entrepreneur et là, vous vous attaquez à cette question de l'investissement dans le domaine des crypto-actifs. Investissement ô combien risqué. On a vu encore récemment le marché montrer de grosses faiblesses, même des moments de panique, je dirais. Comment est-ce que vous comptez faire pour rendre cet environnement sûr et serein? C'est une très bonne question. Eh ben, on s'attaque à cette question principalement chez Libertify. Ok, donc Libertify, nouvelle start-up lancée en février. Exactement. Donc on a créé un concept qui est la ceinture de sécurité pour vos actifs numériques, pour vos cryptos. Ça s'appelle la crypto seatbelt. C'est basé sur de l'intelligence artificielle, sur votre profil de risque. Et notre métier, c'est que vous ayez le parcours le plus serein lorsque vous investissez. Et alors comment on fait ça ? On va adapter l'exposition au risque de chacun de vos actifs dans votre portefeuille à ce qui se passe sur le marché et par rapport à votre appétence à vous, au risque. Et c'est le bon moment pour faire ça dans cet environnement où justement tout le monde doute de la validité, de la solidité en fait de ce marché? Oui, enfin, je dirais que... Est-ce que l'actualité est mal tombée pour le lancement de Libertify? Non, c'est parfait. Ou est-ce que vous vous dites au contraire? En fait, vous avez raison. Pour nous, je pense que c'est un moment fabuleux parce qu'il y a eu une année 2022 qui a été très difficile sur le marché de la crypto en général, mais les marchés financiers d'une façon plus large. Et les gens ont compris, les investisseurs ont compris que les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel, quoi. Et donc, ça pouvait tomber. Et en fait, le marché de la crypto a baissé de 65 à 75%, ce qui est énorme. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé sur les valeurs du Nasdaq en dehors des très grosses blue chips. Alors, c'est vrai que maintenant, on comprend qu'il y a des risques et c'est la volatilité. En fait, ce sont les mouvements. Un petit peu comme un conducteur dans sa voiture adapte son comportement à des événements imprévus et ralentit. Nous, on fait la même chose. On regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on ralentit. On ne sort pas de la route, on ne s'arrête pas, on ne reste pas à la même vitesse. On dit, peut-être aujourd'hui, c'est 80% investi, 20% en cash, parce que le cash, lui, ne baissera pas si le marché baisse. Et en faisant ça d'une façon extrêmement disciplinée, on est capable de casser, de réduire les biais cognitifs de l'investisseur, qui sont en fait les problèmes principaux. Donc vous attaquez pas à réguler le marché, ce n'est pas votre job, et de toute façon, la volatilité, le risque, ça fait partie quand même des marchés financiers. Enfin, c'est l'essence même, je dirais, du marché. Donc là, vous vous attaquez au biais cognitif de l'investisseur.
Exactement. C'est basé sur des recherches sur la psychologie d'investisseurs, sachant que sur les 25 dernières années, il y a eu 2 prix Nobel d'économie qui sont sur les biais cognitifs. Et on a dans notre conseil d'administration un investisseur, Olivier Sibony, qui a écrit dernièrement le livre Noise avec le prix Nobel d'économie de Daniel Kahneman. Et en fait, c'est vraiment notre cheval de bataille. On ne peut pas se battre seul face au marché. Parce qu'en fait, c'est tous les instants, on doit vérifier ce qui se passe. Et un accident est vite arrivé, il arrive au moment où on ne regarde pas. Donc, en fait, comme c'est humainement impossible de pouvoir gérer d'une façon correcte son portefeuille... On prend des gens pour ça, en général. On sous-traite. On confie ça à son banquier, par exemple. Ça, c'est pour les personnes qui ont des patrimoines significatifs. Mais nous, à partir de 10 €, vous pouvez utiliser notre service. Et finalement, vous déplacez la partie qu'on appelle la gestion du risque à une intelligence qui est discipliné. Et en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il n'est pas discipliné. Donc en fait, il prend des décisions qui sont basées sur les émotions, et les émotions, souvent, sont basées sur les peurs. Le marché accélère, vous pensez avoir raté votre entrée sur le marché, vous rentrez trop tard, le marché rebaisse. Le marché baisse, vous avez peur, vous capitulez, vous sortez, et le marché rebondit. Et ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il faudrait confier votre outil à tous les investisseurs, pas seulement les petits porteurs. Parce que les paniques sur les marchés, c'est un grand classique. Alors, c'est bien d'en parler parce qu'en réalité, on a commencé avec les cryptos parce que c'est très volatile, avec beaucoup d'émotions. Mais ce que l'on a bâti, on est en train de le finaliser pour le monde des actions. Donc, à partir du mois de septembre, tout ce que l'on a dans le monde de la crypto, c'est-à-dire notre solution de gestion des risques, sera disponible pour les investisseurs en actions. Alors là, vous êtes venu en plateau avec une ceinture de sécurité. Ah oui, exactement. Vous voyez, moi, je sors toujours... Rassurez-moi, c'est pas ça votre technologie. Non, ça c'est l'image de la technologie. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une voiture aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas mettre la ceinture, même pour faire 100 mètres. Oui, mais alors quand on ne prend pas de risque sur les marchés financiers, ça n'existe pas. En tant qu'investisseur, au niveau rendement, c'est zéro. On est d'accord? Non, mais il y a du bon risque et du mauvais risque. Vous savez, on calcule dans le monde financier la rémunération du risque. Ça s'appelle techniquement le Sharpe ratio. En gros, est-ce que l'unité de risque que je prends est bien rémunérée ou pas? Nous, c'est notre métier. Nous, en fait, on s'assure que le risque que vous prenez est justement rémunéré et que vous ne prenez pas le risque inconsidéré qui va vous amener jusqu'à la capitulation et à faire des bêtises. Ok, vous n'avez pas répondu sur la question des rendements. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ajustez? Comment vous fonctionnez pour évaluer le risque et prêt ou non à prendre l'utilisateur? Quels sont les rendements qu'on va pouvoir lui offrir? Alors, c'est très simple. Lorsque vous connectez la première fois à Libertify, qui est ou une application que vous trouvez sur les stores ou sur le web, vous commencez par passer un profil de risque. Quelques questions, c'est 6 questions. On est capable de connaître votre appétence au risque. D'accord, c'est un quiz très simple. C'est un quiz simple. En ligne, ok. Et vous avez un score de risque. À partir de ce moment-là, vous allez connecter vos sources où se trouve votre argent. Des échanges, toutes les échanges qui existent, ou des portefeuilles, des wallets. Vous pouvez la connecter directement. Nous, l'argent ne vient jamais chez nous. On est simplement un petit, une surcouche sur les banques, entre guillemets. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on observe le mouvement sur le marché. Quand on détecte quelque chose d'anormal, c'est-à-dire un mouvement qui, dans la probabilité, ne devrait pas arriver, à ce moment-là, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de se dire je reste investi, je ralentis, comme en voiture. Mais alors, est-ce que c'est l'application qui automatiquement gère tout ça, ou est-ce qu'elle sonne juste l'alerte? Elle m'envoie une notification? Eh bien alors, si vous restez en mode... Auquel cas, il faut que je reste éveillé toute la nuit pour surveiller mes notifications. Alors, on ne fait ça. Nous, on ne constate le mouvement, c'est-à-dire votre risque, une fois par jour. Et en fait, vous avez 2 modes dans notre application. Vous avez le mode manuel. Vous recevez une notification à l'heure que vous avez choisie. Pour ma part, j'ai mis 10 h du matin. J'arrive à mon bureau, j'ai fait mes emails, j'ai du temps. Tranquille. Voilà. Okay. La notification, elle me dit qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut le changer. J'ai un pouce-bouton. Et comme j'ai relié ma plateforme Libertify à mon compte, le mouvement et le trade est directement, l'ordre est directement exécuté sur le marché. Je n'ai pas besoin de me reconnecter, ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez pris confiance dans le système et que vous avez répondu à plusieurs conseils, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en mode autopilote. Et vous n'avez plus besoin de regarder. Vous recevez évidemment un email ou une notification qui vous dira qu'est-ce qui a été fait. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment. Mais en mode autopilote, vous pouvez dormir tranquille. Et alors, vous avez parlé d'une intelligence
Vous n'êtes pas jusqu'au bout, peut-être, non? Intelligence artificielle. Oui. Ouais, c'est une IA qui... Alors, vous avez que vous avez entraîné à étudier les marchés? Alors, l'IA, elle est surtout entraînée à étudier la personne. Ouais. Vous voyez, Donc, c'est pour votre profil de risque au départ que vous l'utilisez? Quand vous passez votre profil de risque, au début, vous répondez à 6 questions. C'est ce que vous pensez être. En réalité, c'est certainement quelque chose d'assez vrai quand tout va bien. Mais dès qu'il commence à y avoir un marché qui baisse ou qui accélère, votre comportement est souvent différent de ce que vous pensez être. Et nous, ce qu'on fait avec notre profil de risque, on a un réseau de neurones, donc c'est une IA, qui va prendre tous les points, en gros, toutes les interactions que vous allez avoir avec notre système. On va regarder ce que vous avez comme action, comme crypto dans votre portefeuille, comment vous avez réagi à nos conseils. Et à ce moment-là, on va dire, bah tiens, c'est bizarre. Il ne réagit pas comme il nous a dit qu'il serait, en fait. Et donc, on mesure l'écart entre votre déclaratif et le comportement. Ouais. Et c'est là où notre IA va changer au fur et à mesure votre score de risque pour correspondre à qui vous êtes en réalité, pas à qui vous pensez être. Et c'est ça la magie, c'est que en réalité, au fur et à mesure des marchés, des saisons qui passent, et peut-être à votre patrimoine, comment vous avez évolué vous-même, votre maturité, vous allez changer, mais on ne peut pas se fier à un conseil, un formulaire auquel vous avez répondu 1 an, 2 ans auparavant. C'est un peu juste, ouais, pour personnaliser la réponse. Pas de conseils en investissement, alors, dans cette application? Non, ce sont ce qu'on appelle des conseils non discrétionnaires. Donc, c'est des conseils généraux, d'ordre généraux. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut protéger le petit porteur. Parce que si on réfléchit, la gestion du risque, ce qu'on appelle le risk management, c'est l'apanage des grands groupes, des grandes banques, des grands fonds d'investissement. Tout le monde a ça lorsqu'on est des professionnels de la finance. Le petit particulier à qui on a vendu des produits, lui, il est perdu, il est seul. Donc ce qu'on a fait, on lui a mis une technologie d'avant-garde dans sa poche et il est capable d'être sa propre banque. Et c'est une appli payante alors quand même? Alors c'est une appli payante qui démarre à 99 centimes par mois pour les personnes qui ont moins de 500 € à monitorer, à surveiller. Et ça monte 4,99, 9,99. Moi, c'est des petits montants, mais c'est surtout une énorme tranquillité d'esprit. Ouais. Bah, vous appelez ça un banquier digital finalement, hein. C'est en tout cas une partie de son travail, là, encore une fois, qui est disruptée par une application. Et c'est notre sujet du Tech Talk aujourd'hui. Vous restez avec nous, Steve Rosenbloom de Libertify. Pas toujours facile de réussir sa transformation numérique, surtout quand on est un gros établissement bancaire. Comment les banques s'en sortent aujourd'hui face à cette révolution de la data dans le domaine de la finance, du conseil financier? On parle de cette banque de demain avec Laurent Darmon en charge de la direction des nouvelles activités du Crédit Agricole. À ce titre, vous supervisez le fonds Innovation Fireca, les néobanques propulsent la banque as a service Ocali et vous êtes le fondateur et directeur général de la Fabrique by CA, donc start-up studio du groupe. Également à distance avec nous pour parler de ce sujet de la banque de demain, Sébastien Mailleux-Bibet, associé du cabinet de conseil en stratégie et management Verton. Vous êtes en charge du pôle services et financiers. Bonjour Sébastien. Vous travaillez, sur toutes ces problématiques de développement et de transformation. Avant d'être associé, je précise simplement que vous avez notamment été le directeur marketing client de LCL ou encore en responsabilité aussi chez AXA France. Donc vous connaissez par cœur ce secteur. Steve Rosenbloom, fondateur de Libertify, donc banquier complètement numérisé que vous lancez en septembre et dont on vient de parler dans l'interview. Vous êtes aussi évidemment bienvenu pour participer à ce débat. Première question, je ne sais pas qui veut la prendre, on va dire en plateau. D'abord, quand on voit toutes ces initiatives des fintech, quand vous entendez Steve Rosenbloom nous dire maintenant toute la partie risque d'investissement sur les marchés crypto et même sur les marchés en actions, on peut les confier à une application, on travaille avec de l'IA, des outils hyper personnalisés. Elles en sont où les banques par rapport à ça, à ce chahut là autour d'elles avec les néobanques, les fintech? Est-ce qu'elles sont totalement à la traîne? Elles en sont où de leur propre transformation? Alors, Steve évoquait tout à l'heure le fait que l'humain pouvait être le problème à cause des biais cognitifs. Il est aussi la solution. C'est-à-dire que dans un monde où vous avez besoin de plus en plus du digital pour être performant, analyser une data, on voit l'IA générative qui arrive, qui peut simplifier pas mal de choses. Ouais. Le fait de se dire qu'à un moment, vous avez encore l'humain en responsabilité,
qui fait que si ça ne se passe pas bien, si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, cet humain est là, on voit bien que ça a de la valeur. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de la banque, c'est de voir comment on fait cohabiter une technologie, et la technologie, ce n'est que de la technologie, avec les objectifs des clients et avec cette responsabilité à la fin. On a vu avec le monde des cryptos, avec certains abus qu'il pouvait y avoir autour de l'IA, où on ne sait pas derrière la boîte noire ce qu'il peut y avoir, de se dire, j'ai besoin, si ça va mal, de me dire vers qui je me tourne. J'ai besoin de me dire que... C'est un SAV finalement, c'est ça, demain, la banque? Le fait de se dire que quand tout va bien, je peux utiliser le digital au quotidien et que finalement, moins je vois l'humain, mieux je me porte parce que je suis capable d'être autonome, que les choses sont simples, c'est le monde vers lequel on va. Mais c'est un monde où le fait d'avoir un tiers de confiance, quelqu'un qui vous assure que ça va bien, qui est sérieux, vers qui vous pouvez vous tourner, et puis quand il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas toujours tout. Les Français, devant la finance, ont des vraies questions à se poser. C'est des questions de retraite, c'est des questions d'épargne qui sont importantes. Et là, vous n'avez pas forcément besoin d'un robot. Et donc, l'enjeu, c'est cette hybridation. Il ne faut pas opposer les deux. Et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de faire. Et donc... Alors, là, c'est bien, vous me posez le défi principal. Je vais reposer la question à notre consultant qui va peut-être me dire où en sont aujourd'hui les banques par rapport à ça. Est-ce qu'elles se sont déjà bien appropriées ces nouveaux outils du numérique elles-mêmes? Comment elles se sentent adaptées à cette transformation numérique et de la data? Quel est l'état des lieux finalement, Sébastien Maillot-Bidet? Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on est... On est au début de l'histoire. Je partage ce que vient de dire notre interlocuteur. Plus il y a de digital, plus il y a besoin d'humain. C'est ce que nous disent les Français dans toutes les enquêtes. Et en fait, c'est pas parce que vous utilisez tous les jours de plus en plus vos applications, le digital, que vous consultez vos comptes, etc., que vous n'avez pas besoin de conseillers. Et ça, c'est une tendance qui est très forte et qui est de plus en plus d'ailleurs affirmée par les clients et les Français en général. Plus il y a d'utilisation digitale, plus il y aura besoin, et il y a besoin aujourd'hui, de se tourner vers l'humain. Quand je vous dis qu'on est au début de l'histoire, en fait, les banques n'ont pas suffisamment encore aujourd'hui ni formé, ni équipé leurs conseillers sur l'ensemble des outils digitaux qui pourraient permettre de construire une relation, même à distance, à très haute valeur ajoutée. Et en fait, aujourd'hui, le comportement des clients, l'usage du digital est bien en avance, même si ça a tendance à ce qu'il y ait un rattrapage, est bien en avance par rapport à ce que les banques ont pu développer en termes d'outils pour les conseillers, d'outils de relations à distance, d'outils automatisés de recommandations sur des investissements, sur la façon d'utiliser, enfin d'épargner, la façon d'utiliser ces moyens de paiement, etc. Donc, moi, j'aurais juste envie de dire qu'on est au début de l'histoire, même si les banques ont beaucoup investi, mais par rapport aux usages aujourd'hui, et aux usages futurs, il y a un rattrapage à organiser. Ouais, c'est-à-dire aussi mettre entre les mains des conseillers ces outils que tout le monde utilise. Une réaction, Steve? Oui, et je souhaiterais affirmer le fait que l'humain est nécessaire. Et en fait, il faut bien comprendre là aujourd'hui qu'il y a une sorte de schisme dans la consommation. Vous avez les jeunes. Les jeunes n'iront plus dans les banques. Enfin, vous regardez autour de vous, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça pose la question de l'agence physique. Ils vont pas pousser. Il faut vraiment se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils auront des postes un peu plus importants. C'est une consommation qui change. Donc cette tranche de la population, on ne peut pas lui parler de la même façon dont on nous parle à nous ou à nos parents. Nous et nos parents, oui, on comprend la relation humaine.
C'est pour ça d'ailleurs que dans le cas de Libertify, nous tout ce qu'on a développé, c'est pour les banques. C'est-à-dire qu'on a développé tout ça pour que ça soit intégré comme étant l'assistant du banquier. Parce que le banquier, il n'a peut-être pas envie de répondre au téléphone à un client qui a peut-être pas envie de l'appeler pour lui dire « Ah, dis-moi, c'est comment mon portefeuille ?» parce que lui, il a d'autres choses à faire. Tandis que cette réponse-là, en fait, l'IA et l'automatisation, elle est suffisante. Donc, il y a vraiment cette hybridation aujourd'hui sur la transition de la banque d'hier, vers la banque de demain, qui, aujourd'hui, sera une banque pour les jeunes. Et que veulent les jeunes ? Si on regarde leur consommation, c'est 100% on le voit digital. avec les néobanques. Alors les banques ont elles-mêmes créé leurs néobanques ou racheté des néobanques, donc s'approprient ces nouveaux usages. En matière d'outils, ce que disait Sébastien et ce que dit Steve aussi, en matière d'outils à mettre entre les mains des conseillers, c'est par les startups que ça passe ? Il faut avoir recours aux startups pour ça ? Alors pas forcément. Si je prends un exemple de l'hybridation qui est sous-jacente à notre discours, aujourd'hui, le conseiller, par exemple, il peut être aidé par l'intelligence artificielle pour gérer les centaines de mails qu'il va recevoir. Oui. Et la question n'est pas... C'est une machine qui répond. C'est pour trier par rapport à l'importance, pour lui amener une information contextuelle qui va lui permettre de prendre la décision et de répondre rapidement. Peut-être demain de l'aider à rédiger une réponse rapide, mais supervisée par l'humain. On voit bien que là, la technologie vient aider, mais elle vient vraiment en complément et elle intervient en amont, pendant et après. Mais vous faites appel à qui ? À quel genre d'acteurs, justement, pour vous apporter ces outils ? À des grandes ESN traditionnelles, à des petites startups ? Vous avez monté le startup studio de la Fabrique Bassea. Est-ce qu'à l'intérieur, ce sont des startups qui peuvent vous aider à progresser sur ces outils ? Alors les deux, je pense qu'il y a beaucoup de cerveaux en France très pertinents. Il y en a dans les fintechs, il y en a aujourd'hui dans les banques aussi. Et donc on a tiré profit de ce constat-là pour créer un startup studio dont le but est justement de se dire sur ces nouveaux enjeux, sur ces nouveaux usages, et on parle beaucoup de technologie, mais je crois qu'il faut revenir aux usages. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui la société évolue et on a besoin de choses que la banque doit faire qu'elle ne faisait pas avant. Par exemple, l'économie de l'usage arrive. Et donc, avant, on achetait un bien. Maintenant, on va peut-être le louer. On va louer un téléphone. On va louer peut-être de la puériculture. On va louer des meubles parce qu'on a un jeune qui s'installe pour ses études. Ouais. Et donc, on a créé Sline, par exemple, qui est comment je permets à tous les commerçants de passer à l'économie de l'usage en disant, je vais avoir des parcours sur mon site internet qui me permettent de proposer la location. Qu'est-ce que c'est, la banque ? C'est une application ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un service pour les e-commerçants dont le but est justement de se dire comment j'aide le commerçant à passer à cette économie. Donc, on va lui construire des parcours, on va permettre d'avoir une orchestration de tous les services dont il va avoir besoin et puis de gérer un SAV qui ne gérait pas d'habitude. Et là où la banque devient pertinente, parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi la banque vient là, c'est que finalement, avant, vous achetiez un bien et vous aviez besoin éventuellement de le financer à crédit, vous aviez besoin de l'assurer, c'était les métiers de la banque. Dans l'économie de l'usage, il faut redéfinir le rôle de la banque. Il y a toujours besoin d'acheter un bien, il est payé d'une certaine façon dans le temps par le consommateur final qui va le louer, mais il y a besoin de le financer, il y a besoin de l'assurer aussi. Ouais. Et donc la banque doit s'adapter pour rentrer dans ces nouveaux parcours de vie. De la même façon, aujourd'hui, on voit avec la facture électronique du côté des entreprises qui arrivent que les entreprises vont devoir se digitaliser. Les grandes, elles sont déjà digitalisées, mais les petites, elles sont encore au papier. On voit la boîte à chaussures où on met encore ces factures quand on les reçoit, avec le risque de payer 2 fois, le risque des retards, les tâches qui prennent le week-end. Comment on digitalise ça et comment on fait que on paye à la fin. Ça fait partie du métier de la banque. Eh bien, il faut payer à la fin une facture. Ouais. Et finalement, est-ce que vous voulez avoir d'un côté la gestion et de l'autre côté aller dans votre banque pour payer et rapprocher tout ça ? Alors vous pourriez dans votre outil faire les deux en même temps. Et on voit bien que la banque commence à sortir de la banque. Ce sont des produits financiers. Quand vous utilisez Uber aujourd'hui... Donc vous nous dites que ce n'est pas de la diversification, c'est vraiment une redéfinition du métier de la banque. Oui, vous parliez tout à l'heure de néobanque. Donc on a créé la plateforme Blanc, qui est une banque digitale, justement, où l'humain est quand même là si vous avez un problème, vous avez un service. Mais il n'est pas mis devant. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire, c'est suffisamment simple pour qu'en fait, l'humain, vous ne le voyez pas. C'est la promesse. Dans ce genre d'approche, on peut redéfinir complètement comment l'extra-financier et l'économie réelle vient dans la banque. Finalement, quand vous regardez une banque, c'est des débits, des crédits. C'est la comptabilité, c'est comme ça. C'est mes encaissements, mes sorties. Et en fait, l'économie réelle, c'est aussi mes débits et mes crédits. Comment je rentre mes factures liées à mon compte ? Comment je vais déclarer à l'URSSAF ce que je dois, simplement en constatant combien j'ai encaissé de mes clients ?
Et finalement, vous apercevez que la banque, elle est au centre de la vie et elle permet d'aller beaucoup plus loin en simplifiant la vie des gens. Sébastien Maillot-Bibé, sur ce nouveau métier, ces nouveaux métiers de la banque, le rôle que doit jouer le conseiller, il y a aussi cette question, je dirais, de la concurrence aussi à revoir entre les banques, parce que de la même façon qu'on a 5-6 boîtes mail, aujourd'hui, on a plusieurs banques, plusieurs outils, plusieurs applications pour gérer nos finances. Alors, c'est d'ailleurs un des grands défis aujourd'hui qui s'adresse à toutes les banques, c'est que c'est de plus en plus facile d'ouvrir un compte, de souscrire un crédit ou de souscrire un compte d'épargne ou une assurance vie en dehors de sa propre banque. Et il y a un phénomène qui est de plus en plus fort sur le marché, c'est qu'on est passé de la multibancarisation, j'ai plusieurs banques, à j'ai une seule banque ou deux, mais j'ai plusieurs partenaires financiers. Oui. Je peux souscrire un crédit chez Sofinco, chez CTLM, etc. Je peux placer de l'argent dans une fintech. Je peux souscrire une assurance vie dans une autre banque ou chez un assureur. Et en fait, toute la difficulté aujourd'hui pour un banquier, et s'il veut que la relation soit à la fois rentable, pérenne et sans doute avec du potentiel dans le futur, il faut que, au fur et à mesure, il puisse bien détecter ce que fait le client, bien comprendre son comportement, connaître quel est son degré de multifinanciarisation et voir comment, au fur et à mesure, grâce à la data, grâce à une meilleure connaissance client, il peut précéder ou en tout cas accompagner les clients dans leurs futurs projets pour éviter que finalement la banque se transforme en seul établissement de gestion du compte principal, mais que l'ensemble de la relation, qui fait que d'ailleurs cette relation est rentable pour un banquier, se passe à côté. Voilà. Donc il y a un vrai défi de recentralisation de la relation financière entre les clients et les banquiers. Donc une nouvelle guerre finalement d'appropriation de ces données de connaissances fines du client. Pour ça veut dire qu'il faut plus de data pour pouvoir créer des profils plus personnalisés de ses clients. On en est où là aujourd'hui d'utilisation de la data par la banque pour connaître le client qu'elle a en face de lui, Alors, il y a une particularité quand même en Europe et en France, c'est que c'est quand même hyper réglementé. Mais vous pourriez aller dans les pays du Golfe, par exemple, où en fait, comme il n'y a pas de réglementation sur l'usage de la donnée, ils sont capables de vous dire s'ils peuvent vous prêter de l'argent pour acheter un appartement, parce qu'en fait, ils analysent l'ensemble de votre vie à travers les réseaux sociaux, vos comportements d'achat par Amazon, etc., parce qu'il y a un gros partage de données, et donc ils arrivent à vous scorer. Aujourd'hui, en Europe et en France, ce sont des choses qui ne sont pas spécialement possibles, mais il y a quand même beaucoup de possibilités pour les banques pour beaucoup mieux exploiter les datas qui sont déjà dans leurs propres mains. Même si la data appartient aux clients, les banques peuvent beaucoup mieux utiliser les datas qu'elles ont entre les mains pour mieux personnaliser la relation. Et aujourd'hui, on a encore des modèles de segmentation qui sont très classiques par rapport à ce que l'on détient, par rapport aux analyses des flux, etc. Alors que déjà, par l'analyse de vos dépenses de carte bancaire, par l'analyse de vos comportements sur le digital avec les applis, etc., par l'analyse de ce que vous détenez ou pas, en allant plus loin, vous pouvez beaucoup mieux personnaliser les approches relationnelles qu'une banque pourrait mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le métier du conseiller doit changer parce que si vous voulez recentraliser la relation, il va falloir que le conseiller soit beaucoup plus proactif et quelque part sorte de son agence et n'attende pas que le client vienne vers lui. Alors on a une étude d'un cabinet de conseil
Je cite un autre cabinet de conseil, désolé Sébastien, MC2I avec l'Institut d'études Becoming sur l'évolution justement des usages et des attentes des clients bancaires qui est sorti en janvier 2022, donc ça date un peu, mais enfin je pense que les choses n'ont pas tellement changé dans l'autre sens. Déjà on nous disait que 68% des clients pensaient que l'IA, l'intelligence artificielle, allait remplacer le conseiller pour les opérations courantes. Ça veut dire vraiment le métier du conseiller, il y a le métier de la banque, mais le métier du conseiller, il est très, très mis au défi de changer vite, rapidement, là. Je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui qui est de mettre la valeur là où elle est utile. Et donc, il y a des endroits où, finalement... mais si on a des IA aujourd'hui qui savent faire, qui savent nous alerter, quand il faut investir, désinvestir... Vous avez raison. Elle est où la valeur ? Il faut utiliser l'IA, il faut utiliser la data, là où elle permet de personnaliser, de simplifier la vie. Finalement, le soir, peut-être quand vous avez fini votre journée, votre agence est finie, il y a des choses que vous voulez faire. Et donc, il faut que ça soit simple à faire. Et là, on voit bien qu'être guidé, être accompagné, avoir une interface personnalisée qui s'adapte vraiment à qui je suis et mes derniers usages, c'est utile. Et la data, elle va permettre de personnaliser les interfaces qu'on a en face. Elle va permettre que quand je commence un process, finalement, l'interface s'adapte progressivement à ce que je suis en train de faire. Elle anticipe un peu pour me simplifier la vie. Et en même temps, j'ai besoin que mon conseiller monte en compétences parce qu'il a de plus en plus de choses à faire. Le monde se complexifie, il a lui aussi plus de data et il est encore plus attendu qu'avant. Ouais. Justement parce qu'on est dans un monde un peu plus complexe. Aujourd'hui, on veut faire du financement, on veut épargner, on parle beaucoup des retraites. Toutes ces questions-là, ça fait que dans un monde où ça bouge beaucoup, on a parlé de volatilité avec Steve tout à l'heure, on parle de crypto, il faut que le conseiller arrive à maîtriser cet environnement qui est celui de son client à la fin. Et donc, s'il n'est pas aidé par la technologie, il n'y arrivera pas. Donc on voit que la technologie, c'est la réponse au sujet. Il a un rôle d'inclusion numérique aussi, parce que toute la population française n'est pas forcément à l'aise avec ces nouveaux outils du numérique. Donc il faut quand même garder aussi aux conseillers cette place importante de repère, de guide, d'accompagnant presque dans la transformation. Vous avez raison, et dans l'inclusion, il y a aussi la question du prix. Ouais. Et aujourd'hui, la technologie permet de simplifier des choses pour proposer à bas coût. Par exemple, Crédit Agricole à 2 €, vous avez un compte, une carte, une agence, un conseiller. Tout ça à 2 €. Dans le monde d'avant, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible. Dans un monde digital, tout d'un coup, ça devient accessible parce que, en fait, quand vous avez des besoins simples, il y a beaucoup de choses que vous faites tout seul. Mais vous avez quand même le conseiller à la fin si vous avez besoin. Alors, dans le domaine de la banque, je pense qu'on a les moyens quand même de réussir cette transformation numérique, mais il reste la question justement de l'humain. Comment on accompagne aussi cette transformation en interne ? C'est par la formation. Sans doute le plus gros défi. Et on commence à voir notamment, Crédit Agricole fait des formations en utilisant de plus en plus l'IA pour être plus immersif, plus dans des situations réelles. Et on voit là encore... Vous les emmenez dans les métavers ? Alors, pas forcément le métaverse, mais avoir des casques virtuels, avoir une conversation immersive avec le client qui fait que vous allez pouvoir tester des situations qui sont assez peu courantes. Ça permet de monter en compétence aussi du côté de nos conseillers. Merci beaucoup Laurent Darmon, La Fabrique by CA. Merci aussi à Sébastien Maillot-Bibé du cabinet Verton pour vos éclairages, votre pertinence sur ce sujet. Et merci à Steve Rosenblum de Libertify d'avoir participé au débat. On fait une petite pause et ensuite on se retrouve parler de l'empreinte digitale et sociétale de la donnée. Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies. On va parler du monde de la donnée, ce monde de la donnée qui produit énormément de pollution pour la planète, mais pollution aussi sociétale, va nous expliquer notre invité Jean Martineau. Jean Martineau, membre du bureau du Cercle de la Donnée, vice-président en charge des Jeudis de la Donnée. Bonjour Jean. Je vous présente les personnes qui sont avec nous en plateau. Laurent Darmon, directeur général Startup Studio, La Fabrique by CA, et Steve Rosenblum, fondateur de Libertify, qui nous ont parlé de la finance et de ce monde qui bouge beaucoup. On va s'intéresser donc maintenant au monde de la donnée, plus précisément à son empreinte. Peut-être d'abord rappeler le contexte de l'étude qu'on a déjà évoquée ici dans Smart Tech, du Cercle de la Donnée, qui est réalisée en partenariat avec un autre think tank, l'Agora 41. Quel est le contexte de cette étude que vous menez sur l'empreinte de la donnée ?
Eh bien, bonjour à tous, bonjour Delphine, merci de me recevoir, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et oui, le groupe de travail que j'ai la chance de présider est l'union de membres de 2 think tanks et rassemble une vingtaine de professionnels d'horizons très divers. Et ce groupe réfléchit, comme vous venez de le dire, à l'empreinte de la donnée sur notre planète et sur nos vies. Alors, dans les épisodes précédents, Mathieu Bourgeois a pu nous parler de données naturelles et de la formidable alchimie qui les entoure, de la création à la mort de ces données naturelles. Il a ensuite évoqué l'apparition et l'accroissement de la donnée artificielle, cette fois-ci, et des singularités de ce nouveau type de données. La donnée artificielle, par exemple, se multiplie très facilement et n'a pas été conçue initialement pour être détruite comme sa sœur jumelle, la donnée naturelle. Et avec l'essor du numérique, l'empreinte n'est plus du tout marginale. On parle désormais de milliards d'objets connectés, de milliards d'individus qui produisent des données artificielles et qui en consomment à chaque instant. Pour cela, un réseau planétaire très dense a été mis en place et connecte tous ces internautes. Alors, fort de ces définitions et de cet historique, le groupe de travail a eu besoin de s'appuyer sur une méthodologie et des outils pour poser les bases de sa réflexion, établir des constats et bien sûr proposer des solutions. Et chance, nous avons plus que des outils à notre disposition, mais bien des sciences qui sont là pour nous aider. Alors pourquoi des sciences? Parce qu'il y en a 2 que j'aimerais évoquer avec vous. Alors j'imagine que si vous évoquez des sciences en particulier, il doit au moins y avoir celle de l'écologie. Vous avez parfaitement raison. L'écologie, c'est une science née il y a à peu près 150 ans. Et attention, on ne parle pas ici de l'écologie plus récente au sens politique, mais bien de la science appliquée, la science du vivant, de son habitat et des ressources nécessaires à la vie. Elle s'attache à décrire les interactions interespèces, par exemple l'équilibre proie-prédateur, et leur rapport avec les ressources. Les ressources, ça peut être l'eau, l'air, les minéraux, les végétaux, etc. Alors, nouvelle singularité pour notre étude, souvent on parle de niche écologique et on étudie classiquement un étang, une forêt par exemple, bref, un lieu de taille réduite et délimitée, mais pour notre étude, la réflexion elle est nécessairement planétaire par le réseau mondial, on l'a dit, mais aussi par les matières premières nécessaires à ces produits de haute technologie que sont les objets numériques, des métaux, des terres rares dispersés sur la planète, acheminés en des lieux pour être assemblés puis redistribués à nouveau partout autour du globe. Alors une fois qu'on a dit cela, à quoi s'intéresse-t-on pour suivre l'empreinte de la donnée? Eh bien, pour ne pas perdre le fil, on utilise une méthode classique qui est l'analyse du cycle de vie. Alors, il serait trop long de tout citer ici, et je vous invite tous à lire évidemment l'étude à paraître, mais nous pouvons citer quand même 2 exemples pour illustrer très clairement l'importance de l'empreinte et sa croissance. Alors, premièrement, très basiquement, la donnée elle a un poids qui se mesure en octets, et comme tout poids, elle exerce une pression au sens littéral. Alors, c'était des cartes perforées, des disquettes, mais aujourd'hui, ce sont des disques durs. Et évidemment, on pense tout de suite au data center. Et quand on essaye de faire passer la donnée pour une jolie petite goutte d'eau en suspension dans un nuage tout blanc qu'on appelle le cloud, on est en réalité dans le bâtiment. Et le bâtiment, le gros œuvre, sur des hectares. Et chacun sait l'impact sur le vivant par son eau prise au sol, son besoin en eau, en électricité nécessaire, que ce soit à la construction ou lors de son usage, qui est permanent jour et nuit. Voilà, déjà un premier exemple. Le second point pour illustrer encore davantage, c'est que la donnée, elle n'est pas intéressante quand elle est statique dans son support de stockage, mais bien en mouvement partout autour du globe, dans des algorithmes. Et nous pouvons dire, là encore, que le mix énergétique français est bon, donc on peut y aller avec la donnée, mais c'est méconnaître le chemin physique de nos données. Pour illustrer, TikTok n'est pas en France, WhatsApp non plus, et les serveurs de sauvegarde sont à des milliers de kilomètres, parfois même en Laponie, donc elles ont transité par la Chine ou par les États-Unis, elles remontent. Donc l'empreinte ici aussi, elle est colossale sur des milliers de kilomètres. C'est une empreinte qui pèse à nouveau sur le vivant, sur les ressources abiotiques et qui participe à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre en consommant de l'énergie. Et cette énergie, pour le numérique, elle croît chaque année, et elle est utilisée massivement également pour des activités plutôt récréatives. Et cet usage récréatif risque à court terme d'entrer en conflit avec des besoins d'énergie essentiels, voire vitaux. Alors vous évoquez une autre science sur laquelle vous vous appuyez, c'est laquelle ? Alors effectivement, la réflexion, elle serait incomplète si nous n'engagions pas nos pensées dans l'empreinte également sociétale. Et là, ce sont plutôt les sciences cognitives et les autres sciences sociales qui nous aident à réfléchir. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la raison d'être d'une donnée, c'est ni d'être stockée ni de circuler, mais c'est d'être observée par l'être humain. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de données qui servent à l'interaction machine-machine, mais restons, si vous le voulez bien, un instant sur la donnée pour l'humain. Quand on pense à l'être humain, et notamment dans la première partie de sa vie, où la plasticité cérébrale est la plus forte, de la naissance à la fin de l'adolescence, pour être très concret, nous sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène majeur qui est l'accroissement du temps d'exposition face aux écrans, et des écrans de toutes sortes.
Et on parle d'heures quotidiennes, mais d'heures au pluriel. Les chiffres moyens donnent le vertige. Et avec ceci vient des notions de fatigue, de sommeil détérioré, de moindre mémorisation, ce phénomène de zapping, d'émotions exacerbées, on pense aux réseaux sociaux notamment, d'emprise avec les algorithmes qui proposent du contenu. Et finalement, ce sont des enjeux de société, qu'elles soient physiques, on pense à l'obésité, même si le numérique n'est pas la seule cause, et ou des enjeux de santé mentale. Oui, alors après, tout dépend de ce qu'on fait derrière son écran. Parce que là, on a un tableau très noir sur l'empreinte environnementale, l'empreinte sociétale, mais la donnée numérique ou artificielle, comme vous l'appelez, c'est pas que des problèmes quand même. Alors, heureusement et évidemment non. Pour l'empreinte environnementale comme pour l'empreinte sociétale, le tableau n'est pas du tout noir. Notre étude n'est certainement pas faite pour dire « oh là là, on arrête tout ». Car la donnée est également une clé sur ces deux empreintes. Pour ne citer qu'un exemple, la visioconférence permet d'éviter bien souvent des déplacements, et c'est une vraie chance quand ces déplacements étaient aériens. Et les solutions proposées par l'étude ne seraient pas pertinentes si elles ne s'appuyaient pas elles-mêmes sur des données concrètes et des indicateurs fiables. Et c'est là vraiment toute l'ambivalence de la donnée, à la fois clé et à la fois problématique, que nous allons creuser dans les épisodes précédents. Je vous remercie encore de votre invitation. Je vous en prie, Jean Martineau du Cercle de la Donnée. À suivre, on continue, nous, avec notre train lancé à 1000 à l'heure dans les métavers, à regarder où va le web. Alors là, dans cette séquence, on va s'intéresser à Vivendi, qui croit au métavers, en tout cas qui veut le tester à travers une chasse au trésor. Vivendi continue d'explorer le métavers. Le groupe spécialisé dans les médias et la communication lance sa première expérience immersive et il a choisi pour ça la plateforme The Sandbox. Vivendi y est propriétaire d'un terrain depuis plus d'1 an déjà. Il vient donc d'inaugurer son Clubhouse dans lequel vous êtes invité à participer à une chasse au trésor. Pour le storytelling, Vivendi a égaré quelques objets au cours de son emménagement. Il vous faut alors fouiller chaque recoin du clubhouse, de la plage, de la forêt environnante pour retrouver ces éléments. Il y en a 7, chacun représente les métiers de Vivendi, une caméra, une ampoule, un stylo ou encore un magazine. Et si vous arrivez au bout de cette quête, vous participez au tirage au sort et pourrez remporter un golden ticket qui vous permet d'assister à un futur événement dans The Sandbox, comme un concert par exemple. Sur ce projet, Vivendi a été accompagné par sa filiale Avasplay, une agence spécialisée bien sûr dans le Web3 et le métavers. L'événement était en fait organisé à l'occasion des French Weeks du 23 mars au 6 avril, organisé par The Sandbox pour mettre en avant ses partenaires français. Mais Vivendi prévient, cette expérience, ce n'est que le début. Cette chasse au trésor est en réalité un test pour le groupe. Il veut voir si les utilisateurs répondent présents. Vivendi s'engage à aller beaucoup plus loin, notamment, et c'est déjà une tendance sur certaines plateformes comme Fortnite, de proposer des rencontres avec des écrivains ou des concerts virtuels avec des artistes du groupe. Encore une techno qui est un défi à relever pour la banque, peut-être ? Oui, on voit que la banque, je disais tout à l'heure, elle sort de plus en plus de la banque. Et donc le métaverse, ça pourrait être un endroit où aller. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à encore regarder. Mais ça relève surtout de ce défi de la sécurité. À partir du moment où la banque doit sortir, doit être dans la vie des gens, éventuellement le métaverse, c'est des nouveaux défis de passer d'une logique coffre-fort à une logique aéroport. Merci beaucoup Laurent Darmon, directeur général du Startup Studio La Fabrique by CA, était dans Smart Tech aujourd'hui. Également Steve Rosenblum, le fondateur de Libertify. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain. Merci.